je suis aujourd'hui avec Gérard Delépine, le docteur Gérard Delépine, qui est chirurgien cancérologue. En fait, vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens ont des problèmes de santé. Et aussi, vous dites que vous n'avez pas le temps de vous informer. Et donc, j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous présenter tour à tour les gens que je crois les plus performants dans leur domaine. C'est pour ça qu'on est avec le docteur Delépine aujourd'hui, pour parler du cancer, des problèmes de dépistage systématique, des médicaments et de la politique de cancer en général. Donc surtout le dépistage, parce que on vit tous dans la peur en fait, et on nous fait souvent gober des choses qui sont pas bonnes pour nous. Donc voilà. Alors le dépistage d'un cancer est quelque chose de logique dans le principe, puisqu'on pense que si on prend une maladie tôt, on a davantage de chances de la guérir. Ouais. Cela était vrai il y a une quarantaine d'années avant l'arrivée des chimiothérapies. À cette époque, par exemple pour le cancer du sein, on ne guérissait que les tout petits cancers. Et lorsqu'on voyait de grosses tumeurs, on était incapable de les guérir. Et là-dessus, on a cru que si on les trouvait tôt, on pourrait guérir davantage de monde. Malheureusement, les bonnes idées ne donnent pas toujours de bons résultats. Et le dépistage systématique du cancer du sein par mammographie est un exemple tout à fait caractéristique. Alors il a été promu au départ par les Scandinaves, un article d'un médecin hongrois qui, on l'a appris depuis, était payé par le laboratoire qui fabriquait les appareils de mammographie et qui a montré sur une étude rétrospective, c'est-à-dire faite a posteriori, qu'on diminuait le risque de mourir de cancer du sein en ayant des mammographies régulières. En fait, en science, le seul moyen de montrer qu'une méthode est efficace, c'est de faire une étude prospective, c'est-à-dire de décider l'étude a priori, et non pas de reprendre des résultats anciens sur des groupes de malades qui n'ont pas été choisis. Une des plus belles études prospectives et celle qui a le plus long recul actuellement est l'étude canadienne. Cette étude canadienne porte sur environ 80 000 femmes qui ont été tirées au sort après avoir été informées des objectifs de l'étude, qui était de savoir si la mammographie systématique était plus efficace que la simple surveillance par son médecin traitant proche pour améliorer la survie en dépistant les cancers du sein en les traitant tôt. Cette étude a été publiée de maintes reprises et la dernière fois en février 2014 dans le British Journal of Medicine, et il montre qu'on a, pour les femmes qui se dépistent, moins de chances de vivre que celles qui ne font pas le dépistage. Le taux n'est pas statistiquement significatif. Les femmes dépistées ont davantage de cancers découverts. Cela n'est pas étonnant, car le dépistage est très efficace pour trouver les petits cancers. Mais la survie propre à la maladie cancéreuse dans cette étude n'est pas significativement différente. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui meurent de leur cancer du sein qu'elles aient été dépistées ou non dépistées. Et si on regarde à long terme, c'est-à-dire avec maintenant 25 ans de recul, ce qui est effectivement une des études au plus long recul possible, sur la seule chose qui compte, qui est la mortalité globale. C'est-à-dire, si je me fais dépister, est-ce que j'ai plus de chances de vivre que si je ne me fais pas dépister? On se rend compte que les femmes qui se font dépister ont une mortalité globale plus élevée que celles qui ne se font pas dépister. Alors, il faut peut-être expliquer justement aux femmes, parce que moi on me demande pourquoi en se faisant dépister, on a moins de chances. Alors, le problème du dépistage, on pensait que le dépistage ne pouvait avoir que des avantages, en particulier de guérir plus facilement des cancers qui tuaient. Alors, le gain sur le cancer est effectivement vraisemblable, ce qu'on appelle la mortalité spécifique. Lorsqu'on se fait dépister, on a plus de chances on a moins de risques de mourir du cancer qu'on se fait dépister. Le seul problème, c'est que le dépistage a des inconvénients. Et ça, les gens qui sont les apôtres du dépistage mettent ça sous le tapis. Les inconvénients s'appellent le surdiagnostic et le surtraitement. En effet, on sait que beaucoup de cancers sont des cancers qui sont in situ, qui ne bougent pas. Et si on n'y touche pas, vous mourrez d'autre chose avant que le cancer se manifeste. Vous n'en souffrirez jamais. Il y a eu une étude en Allemagne aussi, je crois, qui a été faite sur les gens qui étaient morts dans les accidents de la route.
J'ignore cette étude, je dois dire. Et qui avait où ils ont trouvé sur plein de gens des cellules cancéreuses, mais donc ils n'étaient pas morts de ça. Alors pour les cancers du sein, c'est ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire la découverte d'un cancer qui n'aurait eu aucune incidence clinique pour le malade. Ces surdiagnostics sont évalués de manière différente dans beaucoup d'études au niveau mondial. Il y a en Allemagne, au Canada, en Australie, et partout. Tous les gens s'intéressent, en Espagne aussi. Très belle étude à Barcelone. Les chiffres des gens qui ne touchent pas d'argent des systèmes de dépistage varient entre 20 et 30%. Donc 20 à 30% des cancers qui sont dépistés par le dépistage systématique sont des cancers qui n'auraient jamais fait parler d'eux. Or, si vous avez un surdiagnostic, la malade qui a eu le malheur de se faire dépister se retrouve avec un diagnostic de cancer. Et quelle malade devant un diagnostic de cancer ne se fera pas traiter? Elles se font toutes traiter. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes une femme et que vous faites dépister par des mammographies systématiques, vous avez davantage de risques de vous retrouver avec un sang en moins que celles qui ne se font pas dépister. Simplement parce qu'il y a 30% de surdiagnostic qui aboutissent à beaucoup de mammectomies inutiles. Cela n'est pas théorique, cela n'est pas fait au Zimbabwe. En France, sur le congrès de scénologie 2005 à Marseille, montrait que depuis le dépistage systématique, le nombre de mammectomies pour cancer du sein avait considérablement augmenté, environ 20%. Et est-ce que si on se fait enlever un sein, par exemple, si on enlève un sein parce qu'on trouve avec un dépistage, avant on trouve un cancer, est-ce que le fait de traiter et d'enlever le sein, ça risque de récidiver? On ne peut pas mettre en évidence de relation entre le fait d'avoir une mammectomie et d'augmenter le risque de récidive ou d'augmenter le risque de métastase. Ça, on ne peut pas l'affirmer. Il y a des études qui sont divergentes. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Ça en fait, et le traitement aussi, parce qu'il y a aussi des traitements. Alors le problème, c'est que d'une part, les femmes vont perdre leur sein en plus grand nombre, et d'autre part, elles vont vivre moins. Alors pourquoi est-ce qu'elles vont vivre moins? Tout simplement parce qu'il n'y a pas que la mammectomie qui est toxique pour les individus. Il y a aussi la chimiothérapie, la radiothérapie. La chimiothérapie donne des complications qui se dépendent des produits utilisés. Quant à la radiothérapie, malheureusement, une fois sur deux, le cancer du sein touche le sein gauche, et derrière le sein gauche, vous avez le cœur. Le cœur a des artères qui sont très précieuses et fragiles, qui s'appellent les artères coronaires, qui sont de petites artères. Toute radiothérapie a une action de sclérose vasculaire. Cette sclérose vasculaire augmente avec le temps. Elle n'est pas immédiate, elle ne donne pas d'incident immédiat, mais elle augmente de manière importante le risque de coronarite et donc d'infarctus du myocarde. Donc le peu de malades qui auront bénéficié en termes de mortalité spécifique, donc qui auront été épargnés par leur cancer du sein grâce au dépistage précoce, de dépistage systématique, ce nombre de malades est inférieur à celui des malades qui vont mourir de complications de la radiothérapie. Ce qui explique que la mortalité globale des femmes qui sont dépistées est plus forte que celle des femmes qui ne se font pas dépister. Donc, si vous êtes une femme, si vous faites un dépistage systématique du cancer du sein, vous ne vivrez pas plus longtemps et la vie pourra vous paraître plus désagréable parce qu'un sang en moins n'est jamais sympathique, même si on vous fait en plus de la chirurgie esthétique. Ouais. Et je suppose que c'est... Je passe sous silence le problème de devenir cancéreuse. Vous viviez tranquille en ignorant cette petite boule qui n'aurait jamais fait parler d'elle, et on vous fout votre vie en l'air en vous disant que vous êtes une cancéreuse. Vous n'arriverez plus à acheter votre appartement, vous n'aurez pas de promotion dans votre travail parce qu'on ne va pas monter dans l'échelle sociale quelqu'un qui a un cancer qui va peut-être récidiver et qui va s'arrêter. Donc c'est une lourde infirmité que d'être déclarée cancéreuse. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a une corrélation entre les ovaires et le sein, et le cancer du sein? Corrélation, j'en sais rien. Disons que ce sont des femmes qui ont les deux. Les femmes ont les deux. Oui, il existe. Non, c'est une boutade. Mais il existe effectivement des métastases sur les ovaires des cancers du sein. Ça, c'est tout à fait connu. C'est un phénomène connu. Donc les gens qui... Très fréquent. Non, là, c'est rarissime. C'est une curiosité. Faut pas...
Mais il y a des femmes à qui on a dit, enfin moi je rapporte ce qu'on vient me dire à la fin de mes conférences ou tout ça, qu'on on leur a conseillé d'enlever les ovaires en même temps que le sein, par exemple, pour être sûr que le cancer ne va pas se développer dans les ovaires après Alors, chez le je sein. pense qu'elles ont mal compris. C'est vrai, non, c'est tout à fait vrai qu'on a pu leur conseiller de se faire enlever les ovaires pour éviter leur cancer du sein, pour éviter la récidive de leur cancer du sein. Ah, Ça, d'accord. c'est tout à fait possible. Ok. Bon, tout simplement parce que le cancer du sein, comme le cancer de la prostate, est un cancer dit hormonodépendant. Il dépend donc de l'activité hormonale globale. C'est la raison pour laquelle on a accusé la pilule de favoriser le cancer du sein, etc. Et qu'il y a quand même des chiffres qui sont en faveur de cette hypothèse. On a aussi remarqué que les cancers pouvaient avoir ou non des récepteurs hormonaux à leur surface. Et que ceux qui étaient hormonorécepteurs positifs étaient beaucoup plus fréquemment sensibles à l'hormonothérapie, plus exactement à la suppression des hormones dans le corps. Donc il est logique que l'on propose une intervention, enfin, il y a une certaine logique, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire, à proposer une intervention sur les ovaires. Actuellement, on dispose de médicaments qui bloquent les récepteurs hormonaux et qui sont très efficaces et qui ont beaucoup participé à l'augmentation de guérison, du taux de guérison des cancers du sein. Donc disons que ça n'a plus d'intérêt actuellement de faire la chirurgie, dans ce cas particulier. Et je suppose que le dépistage, c'est pareil pour les hommes que pour les femmes. On parle du cancer du sein. C'est mais ça encore doit bien être- pire pour les hommes. C'est encore bien pire. Il se trouve que les hommes ont encore le surdiagnostic des cancers du sein est donc de l'ordre de 30%. Dans la prostate, c'est beaucoup plus. Un médecin qui s'occupait de la voie publique à Londres s'était amusé à couper les prostates et les regarder au microscope de tous les malades qui étaient morts sur la voie publique de Londres. Et il a démontré que les hommes âgés de plus de 65 ans ont plus de 40% de cancer de la prostate. On trouve un cancer à la prostate chez les gens qui se promènent dans la rue au-delà de 65 ans, chez 40% d'entre eux. Donc si par malheur, qu'ils vivent tout à fait normalement, en ne sachant pas qu'ils sont cancéreux et en étant heureux de vivre. Si par malheur, ils tombent chez un médecin qui leur propose un dosage de sanguin, une toute petite prise de sang, qui s'appelle les PSA, donc qui sont l'étude des phosphatases prostatiques, et qu'on trouve un taux élevé, on va soupçonner qu'ils ont un cancer de la prostate. Et si on soupçonne, on va leur proposer une biopsie. S'ils acceptent la biopsie, on leur trouvera 40 fois sur 100 un cancer de la prostate. Et le drame va commencer, car peu de malades sont capables, quand on leur annonce un cancer, de dire « je m'en fous, surveillez-moi et ça me suffit ». Et pourtant, cette attitude de « surveillez-moi » est la seule attitude qui soit actuellement raisonnable pour la plupart de ces cancers de la prostate découverts de manière inutile en quelque sorte. Et d'ailleurs, cette technique de wait and see est prônée par beaucoup d'urologues en Amérique et commence à l'être en France. Parce que le problème, on a effectivement un énorme surdiagnostic. Alors, il faut savoir que depuis qu'on a mis le PSA au point en France, le nombre de cancers de la prostate a augmenté par 500%. Ah oui, quand même. 500%. Ce qui donne donc une idée du surdiagnostic. Curieusement, la mortalité n'a pas augmenté. On avait infiniment plus de cancers, pas plus de morts de cancer. Tout simplement, ce qu'on a fait sortir, c'est 40% de cancers qui dormaient tranquillement dans les prostates des gens de plus de 65 ans. Qui pouvaient profiter de leur retraite. En étant heureux de vivre. Heureux de vivre. En étant heureux de vivre. Alors, l'ennui en plus, c'est qu'à partir du moment où on se sait cancéreux, on est déjà un peu moins heureux de vivre et très inquiet pour l'avenir. Et l'angoisse n'est quand même pas favorable à beaucoup de choses. Et puis en plus, on est traité. Et on est traité. Et les traitements ont tous des inconvénients. Si les traitements étaient sans inconvénients, les surdiagnostics n'auraient pas d'inconvénients, n'auraient pas de mortalité. Je dis bien de mortalité. Parce que le cancer de la prostate, vous pouvez le traiter par la radiothérapie. La radiothérapie, ça évite les interventions, c'est quand même bien.
Seulement, ça donne aussi des petits inconvénients digestifs. On devient un petit peu plus sensible. Et puis, si on n'a pas de chance qu'on tombe dans l'appareil le plus moderne, mais mal compris, on peut mourir de radiothérapie. Et c'est d'autant plus dommage que cette radiothérapie était inutile, puisqu'il ne fallait pas traiter ce cancer. On peut aussi avoir des hormones. Les hormones, c'est pas mal, sauf qu'on sait maintenant que l'hormonothérapie des cancers du sein, l'hormonothérapie additive, augmentait considérablement le risque d'infarctus, et on mourrait beaucoup plus d'infarctus qu'on gagnait d'années de vie du cancer de la prostate. Donc c'est abandonné en tant qu'hormonothérapie additive. On peut aussi opérer, on enlève la tumeur. C'est le traitement chirurgical et le traitement le plus efficace, enfin celui qui a fait la preuve de son efficacité en général dans le cancer. Ça reste le traitement de base à visée curative pour les cancers solides. L'ennui, c'est que dans une prostate, quand on vous l'enlève, disons que l'érection est atteinte dans 80% des cas, il y a 10 ou 15% de gens qui ça pose pas trop de problèmes. Et puis, plus ennuyeux, beaucoup plus de gens ont une incontinence, c'est-à-dire qu'ils se pissent dessus. Ah. Oui, dans 20 à 30% des cas, les hommes à qui on fait des prostatectomies se pissent dessus. Et on n'a pas l'habitude, nous, de nous garnir, donc ça nous pose quand même des problèmes psychologiques importants, sans compter les problèmes d'odeur. Bon. Ça, les hommes le disent moins. Moi, j'en rencontre plein qui sont... très ennuyés de ne plus avoir d'érection. Ils sont malheureux. Se pisser dessus, je pense que c'est pire que de ne pas avoir d'érection. Ne pas avoir d'érection, on est atteint dans sa masculinité. Ouais. Il y a un homme peut-être. Non, mais c'est terrible. Mais c'est quand même au quotidien, se pisser dessus, c'est quand même franchement plus gênant, je crois. Je crois. S'ils avaient peut-être la chance d'être l'un et pas l'autre. De ne pas avoir l'autre. Hein. Donc ils se plaignaient de ce qu'ils ressentaient. Mais si ceci sauvait des vies, oui, mais c'est faux. C'est faux. Il y a 2 études très importantes qui sont des études randomisées, prospectives, c'est-à-dire qu'on a fait ces études pour répondre à la question est-ce que le dépistage sert ou pas. Ouais. Une étude américaine et une étude européenne. Ces études, l'une est 150 000 malades et l'autre 80 ou 90 000 malades. Donc c'est vraiment des choses importantes et qui sont suivies depuis plus de 15 ans. Et dans ces 2 études, dans aucune de ces études, le dépistage par les dosages sanguins des phosphatases n'a permis d'augmenter la survie globale. Donc, pour les gens qui se font dépister ou les gens qui ne sont pas dépistés, la survie globale est la même. Autrement dit, ça ne sert à rien si on vous fait dépister. Les inconvénients sont terribles, mais la survie globale est la même, en résumé. C'est donc, ce que vous devez répondre à quelqu'un qui veut s'informer sur le dépistage du cancer de la prostate par la prise de sang, c'est si vous faites dépister, vous n'augmenterez pas votre survie, mais la survie sera certainement tellement plus ennuyeuse qu'elle lui paraîtra plus longue. Et est-ce qu'il y a une façon pour un médecin ou justement sans opérer et sans faire si quelqu'un est pour ne pas faire de détection trop tôt, est-ce qu'il y a un moyen de suivre les malades ou des examens qui... Il y a l'examen clinique par toucher rectal. Par exemple. Pour le cancer du sein, l'étude canadienne qui a été faite par l'Université de Toronto, ce ne sont pas des Olibrius, c'est l'Université de Toronto à la demande du gouvernement canadien qui avait fait cette étude sur le dépistage par mammographie du cancer du sein. Ils ont démontré que le dépistage par palpation par le médecin traitant tous les 2 ans était aussi efficace que la mammographie. En termes de survie globale, c'est la seule chose qui compte. Et ce qu'on veut, c'est améliorer la survie, c'est pas augmenter le nombre de cancers. Alors c'est vrai, il faut bien comprendre que l'épidémie des cancers, dont on nous rabat, il faut faire peur. Attention, le cancer arrive, protégez-vous. Ça, c'est super. Ça pour la tirelire, c'est formidable. Pour la tirelire des gens qui vendent des tests ou qui vendent des médicaments, c'est formidable. Mais cette peur est parfaitement scandaleusement agitée. Il n'y a aucune raison. Pour revenir à la prostate, le scientifique américain qui avait inventé le dosage de la prostate, qui s'appelle Ablin, a lui-même fait un éditorial dans le New York Herald Tribune il y a 3 ans, en disant « la catastrophe sanitaire dont je suis responsable ».
Donc il a lui-même dit que son test ne devait pas être utilisé pour dépister le cancer de la prostate. Ce qui prouve que les Américains sont souvent plus honnêtes que nous autres Européens. Oui. Et le cancer du côlon, alors? Est-ce que, par exemple, les coloscopies c'est la même chose? Alors, je ne peux pas affirmer les choses pour le cancer du côlon. Ce que l'on sait, c'est que les coloscopies sont dangereuses. Une coloscopie n'est pas du tout anodine. Le dosage sanguin des phosphatases pour le cancer de la prostate est totalement anodin. Vous avez une piqûre désagréable et c'est tout, il n'y a pas d'inconvénient. On sait qu'une coloscopie, même bien faite par des gens entraînés, il y a un risque sur 2000 de perforation colique. C'est donc qu'il faut une anesthésie en plus, légère peut-être, mais c'est une intervention désagréable. Qui donc, alors, le terme, ce qui est important, c'est de savoir si on peut gagner des vies par ce dépistage. Oui, voilà. Nous ne disposons actuellement d'aucune étude sérieuse, c'est-à-dire une étude randomisée sur une grande population avec un recul suffisant pour l'affirmer. Il y a des études pivots sur des petites régions, sur des petits chiffres de méthodologie médiocre qui sont en faveur du dépistage. Mais si on s'intéresse un peu au lien d'intérêt des gens qui ont fait ces études, on se rend compte que beaucoup étaient liés au laboratoire qui vend les tests. Donc je crois qu'il faut être assez prudent quant à l'interprétation de ces données actuelles, qui sont totalement insuffisantes pour affirmer que ça sert à quelque chose. Le seul dépistage, en fait, car il existe un dépistage qui est efficace contre le cancer, c'est le dépistage du cancer du col. Il se trouve que le cancer du col de l'utérus par le frottis. Mais d'ailleurs, dans le garde-asile, enfin dans l'autorisation de mise sur le marché du garde-asile, il y a marqué qu'il fallait surtout pas arrêter les frottis. Ce qui prouve qu'ils étaient un tout petit peu honnêtes, ils savent très bien que ça ne marche pas. Et que, c'est pas ce qu'ils nous disent en premier. Hein. C'est pas ce qu'ils claironnent en premier. C'est en tout petit à la chose. Ouais. Oui, alors donc, pourquoi est-ce que je dis que le dépistage est efficace ? Tout simplement, il suffit de regarder les chiffres des malades morts de cancer du col en France. Avant les frottis systématiques, avant la pilule, parce que ça c'est quand même un des grands avantages de la pilule, c'est qu'elle a permis de généraliser les frottis, puisque théoriquement avant la prescription de pilule, il était d'usage que le gynécologue fasse des frottis cervicaux. Donc avant ces frottis, il y avait environ 5000 femmes qui chaque année mouraient de cancer du col de l'utérus en France. Depuis les frottis, ce chiffre est inférieur à 1000. Donc, on peut dire qu'il y a un dépistage efficace, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus par les frottis cervicaux. On ne comprend pas du tout pourquoi le gouvernement ne promet pas le dépistage du cancer par les frottis et pourquoi ils ont supprimé la gynécologie aussi. Ouais. Ils ont supprimé les gynécologues. Et on se demande bien pourquoi, puisque c'était une branche qui avait rendu service à la population. Mais peut-être que c'est pas bien. Non, mais ils font des jolies pubs pour le garde-asile quand même, avec la maman qui tient son imperméable au-dessus de la tête. Alors, de la petite. On peut dire que cette pub est mensongère. Oui. Cette pub est mensongère, et je le dis clairement, elle est totalement mensongère. Je ne dis pas que le garde-asile ne sert à rien, je ne peux pas le dire pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je peux dire, c'est que la publicité de dire que le garde-asile protège contre le cancer du col est un mensonge absolu et une escroquerie. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le cancer du col n'apparaît qu'après 20 ou 25 ans d'infection. Le cancer du col de l'utérus peut toucher chacune d'entre nous. Il existe des moyens de prévention dès l'âge de 14 ans. En parler à son médecin, c'est déjà agir. Aucune étude prospective, c'est-à-dire d'études scientifiquement établies, on tire au sort des gens, on va vacciner par garde-asile et d'autres qu'on ne vaccine pas, on garde si celles qui ont eu le garde-asile auront eu moins de cancer du col. Aucune étude n'a 25 ans de recul. Donc on ne peut absolument pas dire que le garde-asile protège du cancer du col. On peut dire que le garde-asile protège contre les infections à papillovirus, plus exactement contre certaines infections à papillovirus, puisque nous savons qu'il existe environ 200 souches de papillovirus, que le garde-asile en protège contre 4. Bon, le nouveau garde-asile formidable qu'on se prépare actuellement à nous donner va protéger contre 5. Il va protéger les garçons aussi. Bien entendu, au cas où il serait homosexuel, ces pauvres petits. Hein. Non, au cas, j'ai lu dans je ne sais plus quoi que c'était au cas où les petits garçons commenceraient à faire des cunnilingus à leurs copines.
Oui, oui, oui. Ceux qui laissent Le garde d'asile est aussi supposé protéger des cancers ORL, Oui. pour la même raison. Voilà. On va aborder une chose. Ce dilemme avait été débattu dans le service du professeur Georges Mathey, qui était vraiment, qui a été mon maître, et avec M. Léon de Schwarzenberg, et ils se disputaient. Parce que Georges Mathey, l'un des premiers qui, venant du Japon, avait dit le papillovirus est responsable du cancer du col. Et Schwarzenberg le traitait de sexo-inhibiteur, parce qu'il et de moraliste, dirons-nous, et le truc n'était pas réglé. Alors il faut savoir que, en fait, on ne sait pas du tout si le papillovirus est responsable du cancer du col. Quand vous dites le papilloma, c'est les 4 contre lesquels sont faits le garde d'asile. Non, il y a 200 souches. Non, les papillovirus, les papillomavirus. Ouais, okay. Il y a les 200 souches. Les 200 donc. Il y en a 200 des souches de papillovirus. Alors, les laboratoires nous ont dit que ils avaient mis dedans les souches qui étaient les plus toxiques. Alors ça, non. C'est les études qui ont été faites indépendamment des laboratoires qui font le virus montrent que c'est pas vrai. Comme par hasard. Bon, toutes les études. Oui, mais il faut bien qu'ils puissent dire que ça enlève 70% des cancers. C'est ce qu'ils disent sur la pub du papilloma. Ceci est totalement mensonger. Ceci est totalement mensonger. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Ce n'est pas un peu, c'est totalement mensonger. Puisque aucune étude ne peut le démontrer actuellement. Je ne dis pas que peut-être dans le futur ce sera vrai, j'en sais rien. Mais si on fait des frottis, de manière, le problème ne se posera pas, il n'y aura plus de cancer du col qui tue. Bon, alors, j'ai des doutes très importants là-dessus, je ne crois pas du tout, pour plein de raisons. Alors, donc, la première chose quand même, c'est dire le garde d'asile est totalement inutile, puisque ce n'est pas un problème de santé publique. Je prétends que lorsqu'il y a moins de 1000 personnes qui meurent par an, ce n'est pas un problème de santé publique. C'est un problème de santé individuelle éventuellement, mais pas de santé publique. Donc les assertions de notre ministre de la Santé disant que c'est un grand problème de santé publique, pour quelque chose qui représente même pas 1% de la mortalité des cancers en France, alors qu'est-ce que sont les autres si celui-là est un grand cancer, un grand problème? D'autre part, c'est un problème qui pourrait être résolu facilement. Si toutes les femmes se faisaient faire leurs frottis cervicaux, elles ne mourraient pas du cancer du col. Les 1000 en question sont des femmes qui n'ont pas fait leurs frottis cervicaux. À partir de quel âge vous conseillez? Je ne suis pas gynécologue, j'en sais rien. Disons, parce qu'il y a quelques cancers qui apparaissent assez tôt. C'est assez étonnant. Je crois qu'il est admis généralement que c'est à partir de 40 ans. Parce que le cancer va se manifester à partir de ces dates-là. Mais on a quelques cancers précoces. Bon, il faut effectivement voir son gynécologue régulièrement, parce qu'il n'y a pas que les frottis qui peuvent dépister, il y a aussi l'aspect du col, il y a un certain nombre de choses. Et puis il faut aborder le problème des vraies raisons. Quelles sont les causes du cancer du col? Ça, c'est un problème qui n'est jamais abordé, sauf pour dire c'est le papillomavirus, c'est le papillomavirus. En fait, comme la plupart des cancers, le cancer du col est multifactoriel. Il faut plusieurs causes pour créer. Il n'y a pas la cause du cancer, c'est une erreur. Il n'y a pas le traitement du cancer, il n'y a pas la cause du cancer, il y a des causes du cancer. C'est-à-dire que chaque facteur augmente le risque de l'attraper. Et l'on connaît ces causes. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. On sait que plus on commence tôt sa vie sexuelle, des rapports sexuels, et plus on a des risques de faire du cancer du col. C'est prouvé. On sait aussi que plus on a de partenaires, et plus on a le risque de faire des cancers du col. On sait, et c'est pour cela que certains accusaient Mathey d'être sexo-inhibiteur. Ils disaient qu'il fallait peut-être commencer à un âge raisonnable et finalement pas trop changer de partenaire sexuel. Plus on commence tôt, plus on a risque de faire du cancer du col. Il y a le nombre de partenaires. Plus on a de partenaires différents, et plus on a risque de faire du cancer du col. Il y a le nombre d'infections. Plus on a d'infections gynécologiques, enfin du vagin, de vaginite, et donc le col baigne dans le vagin, et plus on a de risques de faire du cancer du col. Que ce soit des infections à bactéries, que ce soit des infections à champignons, puisque il y a beaucoup d'infections à champignons, la candidose est quand même bien connue, ou des infections à virus. Et le papillovirus joue un rôle, mais il y a aussi les herpovirus, il y a toutes sortes de virus. Donc on sait que statistiquement, plus on a d'infections, plus on fait de cancer. Ça ne veut pas dire que les infections sont cause absolue de cancer.
Oui. Et il y avait une étude aussi assez ancienne, qui était une étude américaine, qui montrait que la cuisine au charbon de bois augmente le risque de cancer du col de l'utérus. C'était une étude très sérieuse. Ah bon? Oui, à une époque, on faisait la cuisine au charbon de bois. Oui, d'accord, mais quel rapport avec Il y a des l'utérus? goudrons dans le charbon, et que l'utérus est comme la bouche dans la rue. Je veux dire que le vagin est en contact direct avec la rue. Et donc, les charbons qui se promènent dans les cuisines vont aussi sur le vagin, ou sont peut-être absorbés par voie sanguine, j'en sais rien. Il n'y avait pas d'études sur le cheminement. Mais en tout cas, statistiquement, à la en limite, termes de voilà. fréquence, les femmes qui faisaient la cuisine au charbon dans leur cuisine à New York avaient plus de risques de faire des cancers de l'utérus que les... Bon, Oui. alors c'est des vieilles études, attention, là, je Non, vous mais à la rapporte, limite, je ça vous aurait sors été des plus études des logique années que ce qu'on 1930. mange ait un rapport avec le cancer du côlon. Le cancer de l'utérus, effectivement, moi, Je ne donne pas d'explication. Et de c'est plus, peut-être pour ça qu'ils veulent arrêter les feux de cheminée, non? peut-être. Bon, là, vous allez Faudrait me souffler obliger ça, à- faudrait souffler ça à Marisol. Elle n'y a peut-être pas pensé dans toutes les mesures qu'elle veut Alors, prendre oui, là, pour là, nous là, aider. ouais, j'aurais pu vous dire des choses, mais bon. On est enregistré. Donc il y a beaucoup de causes. Et à tel point que quand j'ai commencé mes études de médecine, on avait présenté 2 cancers typiques de la femme, qui étaient les 2 cancers les plus fréquents. Il y avait le cancer de la prostituée, qui était le cancer du col de l'utérus, et le cancer du sein, qui était le cancer de la bonne sœur. Et statistiquement, les bonnes sœurs font anormalement des cancers du sein. Et les Ah oui, prostituées, pourquoi alors? on pense que c'est un blanc parce que la plupart des bonnes sœurs n'ont pas été enceintes, Ah, et que la grossesse est une inondation d'hormones qui en protège en partie du cancer du sein. ah oui. Hypothèse non garantie. Ouais. Hein, Ouais. c'est l'explication qu'on m'a donnée. Je n'ai pas travaillé suffisamment pour pouvoir affirmer les choses. Et ben, en tout cas, qu'il y ait un surcroît de cancer du sein chez les bonnes sœurs, ça oui. Et qu'il y ait un surcroît de cancer du col de l'utérus chez les prostituées, ça oui, c'est absolument connu depuis toujours. Et il n'y a rien d'étonnant à ça. Parmi les causes les plus classiques des cancers, il y a l'inflammation chronique et les microtraumatismes. C'est bien quand on tape toujours au même endroit, on fait apparaître. Les prostituées sont quand même exposées à des microtraumatismes du col de l'utérus. Et elles sont aussi exposées à de multiples infections. Donc il est tout à fait logique Oui. qu'elles aient ça. Alors, si on veut être strictement scientifique, établir un lien de causalité est quelque chose de très compliqué. Parce que justement, quand vous avez une seule cause, hein, je reçois un coup de bâton, on me casse l'humérus. C'est facile à établir la cause. Ouais. Mais quand vous avez de multiples causes, il faut établir la hiérarchie de chacune des causes et leurs interactions. Je veux dire, on peut très bien imaginer que l'infection à papillomavirus ne soit pas responsable du cancer du col, mais qu'elle soit un marqueur, et elle est statistiquement, plus on a d'infections, dans les points de vue statistiques, les femmes qui ont des infections à papillovirus et des papillovirus qui traînent, qui durent et qui se réinfestent, font plus de cancer du col que les autres. D'accord. Les prostituées qui ont beaucoup plus de rapports sont réinfestées régulièrement par les papillovirus. Donc elles ont un taux d'infection à papillovirus élevé. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont des papillovirus qu'elles vont faire le cancer du col, c'est parce qu'elles ont une activité sexuelle beaucoup plus importante. Hein. Donc le seul moyen, c'est de faire ce qu'on appelle une étude multifactorielle, avec une analyse multifactorielle, facteur par facteur, en étudiant les interactions de chaque facteur. Et aucune étude au monde actuellement n'a été réalisée permettant d'étudier facteur par facteur le pourcentage, enfin la part qui revient à chacun de ces facteurs dans la survenue du cancer du col. Bon, c'est pas vraiment le souci de nous. Si. Le souci des cartels, c'est pas vraiment celui-là. Mais... Le problème principal, le problème principal, c'est savoir quand celui-là. même si c'est vraiment la cause. Alors, je sais bien qu'il y a eu un prix Nobel qui a sanctifié. Un peu trafiqué. Hein. C'est Hauser, von Hauser. Il se trouve que juste avant qu'on donne le prix Nobel à von Hauser, qui avait dit que c'était absolument ça le responsable du cancer du col, la Fondation Nobel avait reçu un don d'un laboratoire de plusieurs centaines de millions de dollars, uniquement pour faire connaître ses travaux. On se demande bien pourquoi la Fondation Nobel avait besoin d'argent, puisque c'est elle qui officiellement distribue. Ouais. Mais en tout cas, alors il y a eu une enquête en Suède, parce que quand même, c'était un scandale absolument épouvantable, qui a été étouffé. Donc personne ne sait ce que c'est devenu. Ouais, enfin...
Disons qu'en tout cas, il y a des grands Tout le doutes monde, sur voilà, tout le monde sur a la- l'honnêteté de cette attribution du prix Nobel. La corruption va jusqu'au prix Nobel, oui. Bah, il y en a eu un autre intéressant aussi, Al Gore et l'IPCC, là, le GIEC pour le réchauffement climatique, Je ne qui sais est aussi pas. très... Bah, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Bah, on m'a toujours dit, moi, dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu es. Oui, ben, il y a beaucoup de conflits d'intérêts de toute façon, même autour du garde d'asile. Il n'y a, pour les gens qui prônent le garde d'asile, que des conflits d'intérêts. Ce n'est pas beaucoup, que. Et les membres du comité de vaccination, grâce à Marisol Touraine, ont pu nettoyer leur déclaration de lien d'intérêt, puisque notre ministre a permis d'exclure de toute déclaration ceux qui avaient fait l'objet d'une convention commerciale. Oui, ça faut peut-être expliquer aux gens quand même, parce que on leur dit toujours, les officiels viennent à la télé dès qu'il y a un scandale, ils nous disent d'abord, on va faire une commission, ça ne se passera plus jamais, pour éviter que ça se repasse, et deux, on nous dit, mais enfin, les institutions de santé qui veillent sur vous, les experts qui sont dans ces commissions, ont l'obligation de faire des déclarations de conflits d'intérêts. Donc, s'ils avaient des conflits d'intérêts, vous le sauriez. En clair, s'ils touchaient de l'argent des labos, vous le sauriez, ce ne sont que des experts intègres. Alors moi, j'explique, mais j'aimerais bien avoir votre version des choses aussi. Eh bien, le problème est que les juges qui touchent des épices, c'est-à-dire qui touchent de l'argent d'une des parties qu'ils sont censés séparer par leur jugement, sont condamnés. S'ils ne le sont pas directement en justice, ils ont l'opprobre de leur père. Un agent de police ou un commissaire même divisionnaire qui touche de l'argent ou des avantages en nature de truand qu'il est censé réprimer, est en général démis de ses fonctions et de temps en temps il va en prison. Mais les experts qui ont des liens d'intérêt, qui touchent de l'argent des laboratoires, ont prouvé grâce à l'argent qu'ils ont touché des laboratoires qu'ils étaient de bons experts. Moi, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce que l'autorité de santé nous dit. Nous ne pouvons pas avoir d'experts qui soient indépendants des laboratoires, sinon ils seraient mauvais. C'est quand même absolument Oui, enfin, incroyable. quand on voit par exemple les experts, justement pour l'étude édite du garde d'asile, les experts pour le vaccin contre la grippe, etc., qui tous, comme par hasard, sont appointés par les laboratoires fabricants du vaccin qui va avec, il y a quand même une forte suspicion. Disons que ces gens-là sont simplement les représentants de commerce des laboratoires. Soyons clairs. Et si l'on voulait avoir des agences indépendantes, il devrait y avoir interdiction formelle pour tous les membres de ces agences de toucher le moindre centime ou le moindre avantage en nature, ou que leurs femmes ou que leurs enfants touchent des avantages des laboratoires. Cela est parfaitement évident pour tout le monde. Oui, il y a aussi un truc intéressant, c'est que ils ont soi-disant l'obligation de faire une déclaration d'intérêt, mais s'ils la font pas, on leur dit rien. Ils ne sont pas punis. Ben oui, c'est comme pour nos grands patrons, ils ont une charte de bonne conduite, ils ne doivent pas toucher des retraites dorées s'ils ont ruiné l'entreprise. Ben, ils ne voient pas pourquoi ils ne prendraient pas leur part avant que l'entreprise coule. Hein? On est quand même dans un drôle de monde. Hein. Dans un monde de prédateurs. Les gros requins mangent les petits. Et les autres petits poissons vont survivre. Bon, bah merci. On se reverra sûrement, hein, parce Sans que problème. je pense que vous avez plein de choses qui intéressent beaucoup les gens, quoi. Donc, Je ne sais pas, mais en tout cas, les liens d'intérêt, ou la corruption, appelons-la à la française, la corruption, lien d'intérêt, c'est quand même une notion très anglo-saxonne qui élimine l'aspect moral. Mais moi j'appelle ça la corruption. La corruption est le frein principal à la démocratie, et notre démocratie est très malade. Et cela n'est pas nouveau. Il y a un fameux appel de Genève, qui avait été fait par les juges de 10 pays européens, qui avait bien prévenu la population, ce sera la démocratie ou la corruption. Mais la corruption supprime la démocratie. Malheureusement, en France, on peut être très inquiet pour l'état de notre démocratie. oui, enfin, à condition, moi, j'ai pas l'impression qu'elle existe encore. C'est un document publicitaire quand on nous en parle, mais C'est effectivement... Non, on a encore, pour l'instant, ce qu'on on peut appelait la parler démocratie sans avant. être encore en prison. Ça viendra peut-être demain. Oui, parce que Ça viendra peut-être vous demain. avez vu quelle est la dernière maladie qui a été homologuée par le DSM-5? Oui, bon, ça... Non, mais... Le non-conformisme ça, je ne savais pas, mais c'est pas étonnant. Je veux dire... et l'arrogance. Oui, mais enfin, Alors, ça, c'est quand même connu depuis Staline. Hein.
Oui, ben justement, dans notre démocratie, on va y avoir droit dans notre démocratie aussi. Je dois dire que je suis très inquiet de cet état d'urgence, Ouais, moi aussi. qui est quand même un moyen formidable d'empêcher toute démocratie de s'exprimer, et qui n'a pas été efficace, parce que je prétends que si on veut trouver les armes, on peut les trouver. Hein, on est actuellement, il suffit nous avons l'armée et les militaires qui sont efficaces. Ils encerclent une à une les cités. Et on fait passer des douaniers avec des chiens renifleurs de graisse d'armes. Et on trouve toutes les armes. Mais ça, comme par hasard, ça fait 15 jours, on a eu 200 morts, ou à peu près, et personne ne l'a fait. On va faire une loi, Les frontières ne sont pas fermées non plus. Non plus, Moi, je viens absolument. du Nord, là, j'ai vu une voiture sur un... Il y a eu un très beau reportage hier là-dessus. Oui. Il y avait des journalistes qui sont passés avec tout leur matériel dans le Oui, coffre. voilà. Ils sont passés 6 fois, ils n'ont pas été arrêtés une seule fois. Ouais. Bon. Et ouais, enfin bref. Donc, le principe, il faut faire peur à la population pour qu'elle accepte n'importe quoi. Et oui. C'est tout. Et C'est nous pour ça. nous sommes revenus un peu, je pense, moi, comme avant la première Révolution française, nous sommes en 1788 ou 89, juste avant, avec une classe dirigeante qui est totalement dans une bulle par rapport au reste de la population. Et ils font leur truc là, et ils sont très contents entre eux, et cette bulle comporte les politiques, les grands patrons, qui sont les représentants des fonds de pension américains, et les journalistes, et certains, les journalistes que l'on voit, je ne dis pas tous les journalistes, mais ceux qu'on voit partout, Ouais, qui sont enfin, il y toujours les en a mêmes. beaucoup qui pointent au Bilderberg Bien sûr. et qui sont là pour faire appliquer la politique. Pour vendre la soupe publicitaire qu'on nous donne et faire peur aux gens pour qu'ils acceptent n'importe quoi. Ouais. On dit que les Français ont un esprit de révolte, on va voir si ça arrive. Mais je pense que... Moi, ce que je trouve abominable, c'est qu'on nous dit en plus quoi penser. C'est-à-dire, déjà, toute la journée, on nous dit ce qu'il faut manger, ce qu'il faut penser. Mais là, après Charlie Hebdo, c'était Je suis Charlie. Là, c'était même pas peur. Et maintenant, il faut sortir le drapeau. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, on aurait sorti le drapeau, on passait pour des Front National, directement, sans aucun problème. vraiment à jeter. Et maintenant, il faut tous sortir. Et le pire, c'est que dans mon village, il y a déjà des drapeaux dehors, quoi. C'est ça qui fait peur, c'est justement la conformité des gens. Les gens, ils vont courir contre le cancer du sein en rose, ces pauvres petites. Et il y a même, j'ai entendu ce matin un supermarché ou un groupe de supermarchés qui donne les drapeaux, qui a fait un deal avec les marchands de drapeaux et qui les donne et qui disent à la sortie: vous voulez un drapeau, madame, vous voulez un drapeau, monsieur. Il faut pas critiquer les gens qui essaient de faire marcher l'industrie française. Les drapeaux sont encore fabriqués en France, enfin j'espère. Oh. Bon, mais à bientôt alors. Sans Merci problème, beaucoup. au plaisir. À bientôt.